Donc effectivement, comme l'a rappelé Florence, donc je suis nouvellement arrivée à Firendo en tant que chargée de mission scientifique et rattachée plus particulièrement au groupe de travail recherche, donc qui est le groupe qui va s'intéresser à la coordination sur des activités de recherche de Firendo, de recherche clinique et plus fondamentale. Et concernant l'année 2020 du GT, donc il faut savoir que le groupe de travail recherche est constitué de 13 membres et est coordonné par 3 coordinateurs qui sont Anne-Paul Jiménez-Rocoplo, Antoine Martinez et Nicolas Deroux, que vous avez déjà entendu au cours de la journée. Cette année, le GT s'est réuni à l'occasion de 6 réunions, notamment pour organiser ce colloque auquel vous assistez aujourd'hui. Mais les membres de Firendo, donc, ce sont aussi les acteurs de la recherche maladies rares endocriniennes qui sont rattachés au centre de compétences, qui sont au nombre de 174 pour Firendo, mais également au centre de référence, qui sont au nombre de 21. Et puis nous avons aussi des équipes de recherche, membres de Firendo, qui sont, elles, au nombre de 19. Alors, les missions du groupe de travail recherche, ça va être principalement d'accélérer la recherche sur les maladies rares endocriniennes. Alors, comment? Ça va être notamment de pratiquer une veille épidémiologique et de développer la recherche. Donc, pour cela, on a développé sur le site internet de Firendo une nouvelle rubrique recherche, donc, que vous pouvez voir ici, qui va être vraiment dédiée à toutes les informations relatives à la recherche sur les maladies rares endocriniennes. On a défini pour les activités, la promotion des activités de recherche à Firendo, 7 lignes un peu directrices qui vont notamment donc permettre de faciliter ces activités de recherche. Donc, notamment à Firendo, les principaux interlocuteurs que vous pouvez rencontrer pour la recherche sur les maladies rares endocriniennes, ça va être le groupe de travail recherche. Et également, donc, par mon intermédiaire, donc, vous pouvez me contacter directement via cette adresse mail ici. Notre objectif, ça va être quoi? Ça va être d'encourager les interactions et les collaborations en recherche sur maladies rares endocriniennes, mais également de susciter de nouveaux projets suite aux discussions, et notamment suite aux discussions que l'on peut avoir lors des rencontres annuelles, comme aujourd'hui avec le colloque recherche. Une autre mission qu'on s'est donnée, ça va être de référencer les ressources et les outils qui sont disponibles pour la recherche. Donc, à ce titre, nous avons mis en place sur notre site internet des formulaires qui seront renseignés donc, par les membres et pour les membres de Firendo, avec l'objectif à terme de créer une base de données pour la recherche. Ces données, ça va être des données au niveau des projets de recherche qui vont être entrepris par les membres, au niveau de la disponibilité des modèles animaux, des modèles cellulaires, de nouvelles approches thérapeutiques, la disposition de cohortes de patients, d'essais cliniques, de tests diagnostiques, mais également de biomarqueurs. Donc, vous voyez ici un exemple de ces formulaires que nous vous incitons à remplir et qui, à terme, pourront être référencés sur notre site internet de Firendo et disponibles pour nos membres pour susciter de nouvelles collaborations. Dans le même temps, nous sommes en train d'établir un accord de partenariat avec Orphanet, qui est l'organisme le plus connu, le plus important pour les ressources maladies rares en France, avec l'objectif de pouvoir échanger des données avec cette plateforme, notamment au niveau des projets de recherche et des essais cliniques, pour de la même façon inciter et encourager les collaborations. Autre mission que nous avons, c'est de promouvoir les conférences et autres événements scientifiques. Donc, à ce titre, nous référençons toujours dans la rubrique recherche sur le site internet de Firendo. Vous avez un petit onglet conférences scientifiques donc, qui va référencer les conférences qui ont attrait aux maladies rares endocriniennes, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Et nous favorisons aussi la participation des juniors, donc docteurs, postdoctorants et jeunes cliniciens, à des congrès qui ont attrait aussi aux maladies rares endocriniennes. Il y a notamment des bourses et à ce titre, nous avons actuellement 2 appels à candidature pour des bourses de congrès qui sont pour le congrès REAC, qui est le congrès de l'International Research on Rare Disease, qui va se tenir donc en ligne en janvier. Et nous avons également une bourse de congrès pour le congrès ICE, qui est l'International Congress on Endocrinology. Donc, je vous incite à, si vous êtes intéressé, à postuler via notre site internet. Nous recensons également les appels à projets, donc toujours de la même façon sur notre site internet. Les appels à projets, donc à la fois génériques, mais également ceux plus ciblés sur les maladies rares endocriniennes.
Et notamment, cette année a été lancé un appel à projet qui était piloté par l'INSERM sur les impasses diagnostiques dans les maladies rares. Et Firendo a pu faire remonter des projets issus de consortiums de différents de ses membres. Nous réalisons également une veille bibliographique. Donc, tous les mois, nous recensons les publications des membres de Firendo qui sont en lien avec les maladies rares endocriniennes. Et à partir de 2021, nous avons l'objectif de publier un bulletin de la recherche qui sera réellement dédié, une newsletter dédiée aux activités de recherche à Firendo, avec les publications, les appels à projets et ce genre de choses. Enfin, nous organisons effectivement des colloques, comme aujourd'hui, vous pouvez le voir. Le premier colloque recherche de Firendo a été réalisé en parallèle de la journée annuelle en 2017. Puis, pour l'édition 2018, le colloque scientifique était une journée à part de la journée annuelle, où on avait une faible participation, puis une légère montée en puissance petit à petit, puisqu'en 2019, on avait des inscrits, mais malheureusement, à cause de différentes grèves, la participation s'est avérée relativement faible. Mais cette année, vous êtes plus de 120 inscrits pour cette édition qui est entièrement en ligne avec 14 intervenants, et on a aussi pu avoir la chance d'avoir un invité international. Alors, ces colloques recherche, ils ont un intérêt puisque certains projets, idées peuvent émerger de ces rencontres. Et ce fut notamment le cas à la suite du colloque recherche en 2018 qui était orienté sur le dimorphisme sexuel en physiopathologie. Et suite à ce congrès, 2 initiatives ont été prises. La première, ça a été de prévoir une revue spéciale dans un journal scientifique, donc qui est l'International Journal of Molecular Science. Cette édition est éditée par Antoine Martinez et Anne-Paul Génès-Roqueplot, et 9 contributions sont attendues d'ici la fin de l'année. Un autre projet qui émane directement du colloque recherche de 2018, c'est de pouvoir opérer une étude épidémiologique sur les maladies rares endocriniennes avec un focus donc sur le dimorphisme sexuel. Et pour ce faire, nous avons commencé d'entreprendre d'exploiter les données de la base maladies rares, des données de la BNDMR. Donc, pourquoi le dimorphisme sexuel nous apparaît important? Parce qu'il est effectivement reconnu qu'il existe des différences phénotypiques entre les hommes et les femmes, que ce soit donc, dans la santé ou dans la maladie. Notamment, l'on sait que les pathologies auto-immunes, dont le lupus, la sclérose en plaques, l'arthrite rhumatoïde, ont une prévalence qui est plus forte chez les femmes. Et à l'inverse, certaines pathologies, notamment qui ont attrait au neurodéveloppement, telles que l'audisme, les TDAH, les déficiences intellectuelles, vont toucher plutôt les hommes. Alors, ces différences d'atteinte, on peut les expliquer notamment par les chromosomes sexuels, les profils d'hormones gonadiques et les expositions environnementales. Mais les chromosomes sexuels à eux seuls ne peuvent pas expliquer tous les effets directs donc, sur les cellules et les tissus du tractus reproducteur, et en dehors, qui du coup ne seront pas forcément médiés par les hormones gonadiques. Donc, je vais vous présenter rapidement ici une figure qui est très intéressante d'un article qui est paru dans Science l'année dernière, où les auteurs ont réalisé des analyses d'expression génique selon le sexe chez 5 espèces, l'homme, le macaque, la souris, le rat et le chien, et ils nous ont analysé en parallèle l'expression des gènes dans 12 tissus. Et ce qui a pu être mis en évidence pour cette étude, c'est notamment qu'on a un biais du sexe dans l'expression génique qui se retrouve dans le corps entier, mais qui a été vraisemblablement acquis récemment au cours de l'évolution vers la branche des mammifères, et qui peut être expliqué notamment par des pressions de sélection qui sont différentes entre les mâles et les femelles. Alors, autre chose intéressante qui a été notée dans cette étude, c'est que les différences que l'on retrouve entre les sexes à l'échelle moléculaire, qui sont observées chez l'homme, ne sont pas forcément reproduites, retrouvées chez les mammifères non humains. Et les auteurs ont mis en évidence 3 points essentiels pour améliorer la compréhension du dimorphisme sexuel. Le premier point, bien sûr, qui est un peu le nerf de la guerre, c'est d'investir dans des ressources pour disposer de bases de données cliniques qui permettront d'étudier le phénotype des patients selon le sexe chromosomique. Ça va être également de pouvoir modéliser les différences retrouvées selon les sexes et les aneuploïdies gonosomiques, in vivo, grâce à notamment l'utilisation des organismes modèles. Et enfin, ça va être d'engager une recherche multidisciplinaire qui va inclure des cliniciens et des scientifiques. Alors, comment faire pour l'exploitation de ces données? En France, nous avons la chance d'avoir la Banque nationale de données maladies rares,
Comme nombre d'entre vous doivent le savoir, dans vos hôpitaux, vous disposez d'une interface BAMARA qui permet le recueil des données de patients atteints de maladies rares. Ces données de patients vont à terme pouvoir être stockées dans un entrepôt, la BNDMR, et cet entrepôt va pouvoir être interrogé. Et à ce titre, toute demande d'exploitation des données doit être formulée au niveau de la BNDMR via un formulaire de demande d'exploitation des données. C'est ce que nous avons entrepris avec le groupe de travail recherche, d'exploiter ces données de la BNDMR pour étudier donc, le dimorphisme sexuel dans les maladies rares endocriniennes. L'idée, c'était donc de mener une étude épidémiologique à l'échelle nationale sur toutes les maladies rares endocriniennes et d'évaluer l'existence ou non d'un dimorphisme sexuel donc pour les pathologies endocriniennes qui sont considérées dans leur ensemble selon des groupes de pathologies ou individuellement. Les objectifs, ça va être de déterminer le sexe ratio des pathologies et de déterminer si il existe un dimorphisme sexuel dans l'âge d'apparition des premiers symptômes de la pathologie, l'âge du diagnostic, mais également dans sa létalité. Alors, brièvement, je vais vous présenter les premiers résultats que nous avons obtenus, où, comme attendu, on a retrouvé des pathologies plutôt à prévalence féminine, certaines plus marquées que d'autres, ce qui est notamment le cas de la lipodystrophie partielle familiale de Lyngan, qui a effectivement un sexe ratio de 0,14 en faveur des femmes. La maladie de Basedow également à début pédiatrique présente un fort dimorphisme, tout comme l'ectopie thyroïdienne. Et on retrouve également des maladies comme la maladie de Cushing, le syndrome de Cushing ou le prolactinome, qui vont être des maladies qui vont avoir une prévalence féminine. Donc, de façon intéressante, on peut noter que ces pathologies qui concernent principalement donc, la thyroïde, la surrénale ou l'hypophyse vont avoir une certaine tendance à avoir une prévalence féminine. À l'inverse, on a également retrouvé des pathologies à prévalence plutôt masculine, ce qui est le cas du syndrome de Kallmann, des hypogonadismes hypogonadotropes congénitales, mais également des insuffisances hypophysaires non acquises isolées et de l'apoplexie hypophysaire. Et qui vont être préférentiellement, pour le coup, des pathologies hypophysaires qui vont avoir donc une prévalence masculine. Et enfin, on a pu noter que certaines pathologies avaient un sexe ratio presque parfait autour de 1, comme c'était le cas pour l'adénome hypophysaire non fonctionnel ou le déficit isolé en ACTH, qui, sur des cohortes relativement importantes, ne présentent a priori pas de dimorphisme sexuel. Alors, ces données, elles sont potentiellement intéressantes à exploiter selon aussi les causes génétiques. Donc, je vais vous prendre ici l'exemple de l'hyperplasie congénitale des surrénales, qui peut être liée à différentes causes génétiques. Et notamment, ce qui est intéressant de noter, c'est que les HCS par déficit en 11-bêta-HSD vont avoir plutôt une prévalence féminine assez marquée, avec un sexe ratio de 0,54, donc en faveur des femmes. Si on prend l'exemple des HCS par déficit en 21-hydroxylase, on va avoir un sexe ratio toujours marqué en faveur des femmes, mais de façon quand même moins importante que lors d'un déficit en 11-bêta-hydroxylase. Et de façon intéressante, les pathologies d'hyperplasie donc congénitale des surrénales qui présentent un déficit en 3-bêta-HSD vont, elles, avoir plutôt une prévalence chez les hommes. Ce qui montre bien qu'il va être intéressant également d'étudier ces pathologies selon les atteintes géniques qui peuvent du coup avoir une prévalence plus ou moins importante chez l'un ou l'autre des sexes. Un deuxième exemple ici qui est l'hypogonadisme hypogonadotrope congénital, où on a regardé l'âge au premier signe et l'âge au diagnostic chez ces patients selon le sexe. Et de façon intéressante, qu'on aurait pu s'y attendre effectivement, dans les hypogonadismes hypogonadotropes, les hommes sont détectés plus précocement que les femmes, qui vont être plutôt avoir des signes qui vont apparaître à la puberté et chez le jeune adulte. Et de la même façon, le diagnostic se fait plus précocement chez l'homme, avec un nombre certain de patients qui sont diagnostiqués en périnatal, alors que les femmes sont majoritairement détectées, diagnostiquées lors de la puberté et à l'âge adulte. Donc, ce sont des analyses très préliminaires. Les travaux seront bien entendu à poursuivre. Chose importante qui risque effectivement de limiter nos investigations et, comme vous pouvez le voir, un nombre très certain
de patients pour lesquels toutes les informations ne sont pas renseignées ou il manque effectivement assez d'informations pour pouvoir avoir une cohorte suffisamment précise et complète pour pouvoir analyser précisément ces données. Je vous remercie pour votre attention.